secretario xeral que vais a buscar o padriño e o doctorando. Honoris causa od amicitiam meritaque candidati quod petias ad. Domine, Petoniam. Dovene. Magnífico y el excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores claustres, señoras et señores. Je dois dire que mes efforts en espagnol vont s'arrêter à ce point. Le seul nom de Saint-Jacques de Compostelle évoque peut-être pour tous les citoyens du monde l'un des pôles les plus prestigieux de la culture et de la spiritualité. C'est vous dire combien vous m'honorez ce matin et combien, venant de vous, votre témoignage me touche. D'autant plus que vous avez, je le sais, en même temps que moi, distingué une équipe et peut-être une certaine démarche, une méthode dans le domaine des mathématiques en elles-mêmes et dans leur liaison avec le monde. Ce simple énoncé est d'une telle ambition que, bien sûr, il repose sur des projets communs, élaborés avec des équipes venues d'horizons divers, de cultures et d'éducations variées.
de quels programmes, projets, méthodes et de quelles équipes, et tout particulièrement des deux côtés des Pyrénées, de quelles équipes s'agit-il donc? Équipes dont je me trouve être, grâce à vous, et pour un instant, le porte-parole. Dans le rapport des mathématiques avec le monde, un outil universel est en train de se mettre en place depuis, disons, 1950. Cet outil est en fait une trilogie, un ensemble de 3 volets. Premièrement, la modélisation mathématique des phénomènes. Deuxièmement, l'analyse théorique et numérique de ces modèles mathématiques. Et troisièmement, le traitement numérique effectif de ces modèles, traitement rendu possible grâce aux ordinateurs et, comme on a pris maintenant l'habitude de le dire, grâce aux superordinateurs, sans oublier que, bien sûr, le but ultime, c'est de comprendre pour agir. Naturellement, cette trilogie universelle, dont je pense qu'elle est universelle, et d'autres avec moi, n'a accédé à cette universalité qu'après et à travers une longue et prestigieuse histoire. Le premier volet, la modélisation mathématique des phénomènes, remonte en fait à la plus haute Antiquité. Cette modélisation a culminé en quelque sorte avec les œuvres de Newton et de Maxwell. Ces efforts de modélisation ont bien entendu contribué de manière puissante au développement des mathématiques elles-mêmes. Les fondements de l'analyse, en particulier avec Leibniz, Euler et Newton lui-même, sont inséparables de ces efforts de modélisation. C'est le premier volet, la modélisation mathématique des phénomènes. Le deuxième volet, l'analyse, doit déboucher sur des réponses quantitatives, doit permettre de dégager des lois simples et générales permettant précisément le quantitatif qui est indispensable aux physiciens, aux chimistes, à l'homme de science en général et bien sûr tout à fait indispensable à l'ingénieur. Le passage du qualitatif au quantitatif se fait bien sûr par des calculs numériques et trouver des moyens techniques qui apportent une aide au calcul numérique est l'une des préoccupations que l'on retrouve au fil de l'histoire des sciences. Des noms prestigieux y sont attachés, tels Pascal et Leibniz. Mais on se heurtait dans ce domaine jusque vers la fin des années 40 à une difficulté qui semblait insurmontable. Voici un témoignage précis. Le grand météorologue anglais Richardson entrevoyait en 1922 la possibilité de calculer l'évolution du temps, le temps qui fait, à la vitesse de l'évolution de celui-ci. C'est-à-dire, ça n'est pas une prédiction, simplement le temps évolue, on regarde par sa fenêtre et en même temps on calcule. Et il espérait pouvoir trouver la même chose. Mais il ajoutait, ceci est un rêve, en 1922. Il imaginait même, pour tenter de réaliser ce rêve, un entrepôt, un warehouse, un entrepôt, où 64 000 personnes calculeraient en même temps avec les meilleures calculatrices du moment. C'est-à-dire, cela est vraiment un rêve un peu fou. Or, c'est maintenant le troisième volet de la trilogie. Le troisième volet manquait pour l'essentiel jusqu'à la fin des années 40. Mais les découvertes en électronique, d'une part, l'aboutissement d'idées sur la logique, d'autre part, poursuivi de Leibniz à Hilbert, Turing, Gödel, ont conduit aux ordinateurs et à l'informatique.
les calculs nécessaires, jusque-là hors d'atteinte en ce qui concerne la rapidité d'exécution, devenaient sinon possibles, du moins accessibles à des premières tentatives sérieuses. Et l'on passait ainsi du rêve de Richardson à ce qui commençait à être un programme élaboré grâce au génie de John von Neumann à la fin des années 40 et au début des années 50. Résultat donc d'efforts historiques, s'est mis en place un outil à ambition de type universel, puisque visant à s'appliquer à toutes les sciences et à toutes les techniques. Bien entendu, universel ne signifie pas unique. L'outil universel dont je parle s'ajoute à l'outil mathématique, lui-même aussi de portée universelle, et qui n'a nulle vocation à remplacer d'autres méthodologies, et bien sûr, il y a dans la science beaucoup d'autres outils. Mais comment désormais tenter de comprendre l'évolution de l'univers sans l'aide des superordinateurs? Comment concevoir les molécules nouvelles, les nouvelles et audacieuses constructions chimiques, sans l'aide de la visualisation qui passe elle aussi par les ordinateurs? Comment imaginer, concevoir un nouvel avion, un nouveau moteur à combustion, une antenne, une structure, qu'elle soit en mer ou dans l'espace, sans faire appel à la conception assistée par ordinateur? Comment améliorer la fiabilité de ces vastes entreprises que sont les réseaux de communication, communication du texte, de la voix, de l'image, et de transport tout court, de transport des humains, sans là aussi faire appel à des modèles, à la recherche opérationnelle et au calcul. Il fallait donc faire en sorte, à partir des années 50, que cet outil nouveau, dont on pouvait deviner l'universalité, puisse être utilisé au mieux. Donc, commencer par la formation de chercheurs et ingénieurs. C'est ce qui a été tenté en France, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cet effort dès le début. En effet, j'avais créé un cours de calcul scientifique moderne à la faculté de Nancy en 1954, puis à l'Institut Blaise Pascal à Paris en 1962, et ces cours s'appuyaient sur des problèmes pratiques dont j'avais eu connaissance grâce à mes interventions avec des sociétés privées de consultation et d'aide au calcul scientifique, sociétés travaillant en liaison avec le commissariat à l'énergie atomique. Et on s'appuyait grâce à cela sur des exemples précis et industriels. Cet enseignement eut beaucoup de succès, non pas à cause de mon talent, mais parce que la nécessité en France en était évidente, et donc les jeunes chercheurs et les jeunes ingénieurs qui n'avaient pas accès à ce type d'enseignement sont venus. Et on a donc créé des équipes, ces équipes dont je parlais au début. Ces équipes ont participé dès sa création au travail de l'IRIA, Institut de recherche en informatique et automatique, qui est devenu ensuite l'INRIA, l'Institut national, où sont réunis dans un même lieu des équipes d'informatique et d'automatique, et avec un recrutement très diversifié, permettant de mettre en place des groupes travaillant dans de nombreuses directions, le nucléaire, l'industrie du pétrole, l'aviation, etc. Et tout cela, bien sûr, en liaison avec les universités, l'école polytechnique, le Centre national de la recherche scientifique, le commissariat à l'énergie atomique que j'ai déjà évoqué, et l'électricité de France et d'autres. Mais je ne saurais trop insister là-dessus pour qu'un programme de cette ampleur, c'est-à-dire appliquer la trilogie universelle, effectivement, à des exemples concrets. Il fallait que les équipes concernées aient des objectifs et une méthodologie très voisins. Le but étant de contribuer à la résolution de problèmes d'intérêt
industrielle et économique, et en même temps, contribuer à l'introduction de méthodes mathématiques générales pour permettre les unifications conceptuelles indispensables aux chercheurs, et si possible nouvelles, et cela a été réalisé grâce aux jeunes chercheurs de talent qui sont intervenus dès le début. Ces tentatives ont eu la chance d'avoir, dès l'instant initial, des collaborateurs de haut vol. En France, le premier de ces collaborateurs que je désire associer à cette manifestation est Jean Céat, maintenant professeur à la faculté de Nice. Et le premier en Espagne a été Antonio Valle, qui dès 1964 travaillait dans notre groupe à Paris sur les équations paraboliques. Il avait été envoyé, si j'ose dire, à Paris sur les recommandations du professeur Doux. C'est grâce à ces collaborateurs n'étant pas le mot qui convient d'ailleurs, des amis et des collègues travaillant dans les mêmes groupes, c'est grâce à eux et grâce aussi à l'appui de nos gouvernements, des attachés scientifiques qui se sont succédés à l'ambassade de France en Espagne, que s'est mise progressivement en place une collaboration franco-espagnole dont je me trouve encore une fois, grâce à vous, un instant le porte-parole, dans le domaine des mathématiques appliquées, du calcul scientifique et de l'informatique, bref, sur la trilogie universelle que je viens d'évoquer. Cette coopération est devenue vaste et systématique, et ce n'est pas ici le lieu d'en rappeler les détails. Je me contenterai néanmoins de dire que sont impliqués dans cette coopération beaucoup d'universités et d'écoles d'ingénieurs. Pour l'Espagne ainsi, outre votre université, monsieur le recteur, se trouvent associées les universités. Excusez-moi si j'oublie des universités ou des collègues, je ne suis pas un ordre protocolaire, les universités de Madrid, Malaga, Séville, Valence, Saragosse, Barcelone, Las Palmas, Santander, le Centre supérieur de recherche scientifique, le Conseil de la sécurité nucléaire, l'Institut météorologique. Pour la France, il y a, outre l'INRIA, dont j'ai déjà parlé, l'Université de Paris 6, l'École polytechnique, l'École des mines de Paris, l'École centrale, la Société Simulog. Et je souligne ici le rôle éminent qui est joué dans ce cadre, et d'ailleurs dans d'autres, par mon collègue et ami Michel Bernadou, qui est par ici. Que les collègues espagnols me pardonnent de ne pas les citer tous, car naturellement le mérite de toutes ces coopérations, c'est à eux et à leurs collègues français qu'il revient. J'ai déjà cité Antonio Valle. Comment ne pas citer ici l'œuvre tout à fait essentielle de celui qui se trouve aujourd'hui être mon parrain, Alfredo Bermúdez. Permettez-moi, je l'ai déjà évoqué, d'ajouter le nom du professeur Alberto Doux, auquel je dois l'honneur d'avoir été fait docteur honoris causa de l'Université Complutense de Madrid en 1976, et aussi le travail énergique de Francisco Michavila, auquel je dois d'être docteur honoris causa de l'Universidad Politécnica de Madrid en 1982. Ainsi, la trilogie universelle dont j'ai parlé depuis le début s'est mise en place et continue d'évoluer pour les trois mêmes raisons qui en font précisément un outil universel. Les trois mêmes raisons. Premièrement, des disciplines de plus en plus étendues font appel à cet outil, la chimie, la biologie et d'autres. Deuxièmement, des méthodes mathématiques nouvelles, introduites par les plus jeunes, comme il se doit, apparaissent. Troisièmement, la science et la technique informatique ne cessent de progresser. Et on va être de plus en plus à même d'agir sur les grands systèmes. Décrire ce qui va se passer dans ces directions s'identifie donc presque à imaginer le futur des sciences et des technologies, entreprise bien sûr impossible, de manière systématique. Mais que l'on puisse simplement poser cette question
marque bien l'importance du thème. Du côté industriel, je vois cela tous les jours au CNES, le Centre national d'études spatiales, et dans toutes les industries aérospatiales, de même que je le vois à l'Électricité de France. La conception globale et la gestion de tous ces systèmes sont et seront de plus en plus assurées par la trilogie universelle, non seulement la conception, mais la gestion. Je voudrais, si vous le permettez en terminant, évoquer un autre point. Pour cela, je souhaite commencer par une citation de Jean-Baptiste Fourier en 1824, dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France, donc 1824, Mémoires sur les températures du globe terrestre et des espaces interplanétaires. Je cite: « L'établissement et le progrès des sociétés humaines, l'action des forces naturelles peuvent changer notablement et dans de vastes contrées l'état de la surface du sol, la distribution des eaux et les grands mouvements de l'air. De tels effets sont propres à faire varier dans le cours de plusieurs siècles le degré de la chaleur moyenne. » C'était, je le rappelle, en 1824. C'était, il est vrai, Jean-Baptiste Fourier qui disait ça, l'un des grands fondateurs de l'analyse moderne. Depuis, et je dirais malheureusement, non pas les prédictions, mais les craintes qu'exprimait Jean-Baptiste Fourier se sont confirmées. L'augmentation de la proportion du gaz carbonique dans l'atmosphère a été vérifiée. Cela est un fait, ce n'est pas une conjecture. Une corrélation entre la proportion du gaz carbonique dans l'atmosphère et la température moyenne a été vérifiée depuis des millénaires grâce à l'observation de glaces profondes dans l'Antarctique. A également été constatée une diminution de la proportion d'ozone au pôle, à quoi s'ajoutent les observations sur la désertification, les pluies acides, etc. De vastes recherches sont engagées sur ces sujets et bien sûr, c'est le point sur lequel je voulais insister en concluant, l'outil de base qui seul permettra d'établir des scénarios, non pas des prédictions, mais des scénarios, c'est celui de la trilogie universelle que j'ai évoquée depuis le début. Une hiérarchie de modèles se met en place et se mettra en place systématiquement dans les années qui viennent. Des recherches mathématiques nouvelles sont nécessaires, certaines sont en cours. Les ordinateurs permettront de stocker intelligemment les données, de distribuer ces données par les réseaux, et les programmes, les logiciels correspondant aux modèles bénéficieront eux aussi des superordinateurs. Et n'est-ce pas encore cette trilogie universelle qui, seule, permettra d'aborder, par exemple, les questions écologiques liées aux perturbations apportées par les activités humaines au cycle de l'eau. Permettez-moi, en terminant, de rêver devant vous de ce réseau de supercentres de calcul concernant notamment l'Europe. Chacun de ces supercentres disposant d'ordinateurs permettant d'effectuer 1000 milliards, je dis bien 1000 milliards, d'opérations en virgule flottante par seconde, connectés entre eux par des réseaux transmettant 1 milliard de bits par seconde, 1 milliard. Ce réseau, bien sûr, n'est pas une fin en soi, mais un outil supplémentaire et fondamental pour les chercheurs plus jeunes, dont certains sont ici. Monsieur le recteur, mes chers collègues, vous m'avez honoré en me faisant docteur honoris causa de votre illustre université. Cet honneur est à partager
j'insiste là-dessus depuis le début et c'est parce que je le ressens, cet honneur est à partager par tous les chercheurs et ingénieurs qui, au cours de ma carrière, en France, en Espagne et ailleurs, dans un travail d'équipe, ont permis à la connaissance scientifique de faire quelques pas, j'espère utiles pour l'industrie et pour l'économie, et je souhaite aussi partager cet honneur avec mon épouse et notre famille. C'est donc aussi en leur nom que je vous remercie. Dovenia. Magnífico, excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores claustrais, señoras e señores. O cerimonial deste acto quere que o padriño do doutorando faga un discurso de gabanza. Tras a espléndida lección do profesor Lions que acabamos de escoitar, probablemente resulte innecesario o meu labor. Asumo, sen embargo, con honra, cumplindo o requirimento do vello e fermoso rito. Por fortuna para min, os méritos do doutorando, a súa calidade humana e tamén o seu apoio constante a un grupo de investigadores do Departamento de Matemática Aplicada da nosa universidade abondan para que a tarefa sexa doada, aínda que teño que confesar un certo sentimento de inquedanza por estar á altura das circunstancias. Nace o profesor Lions no ano 1928 en Gras, unha fermosa localidade do Arrière-Pays da Costa Azul, ben coñecida polas súas fábricas de perfumes xurdidas ao abeiro dos cultivos das flores máis sofisticadas. Trátase, xa que logo, dun home do Midí, do Mediterráneo, co que isto significa de entronque cunha cultura universal, pero tamén de elemento configurador dun carácter sinxelo, aberto e optimista que enriquece a súa personalidade. No ano 1947 ingresa na Escola Normal Superior de París, o prestixioso centro francés berce das elites intelectuais e científicas, e tras rematar os seus estudios comeza a traballar na tese de doutoramento baixo a dirección do ben coñecido e admirado profesor Laurent Schwartz, introductor da teoría de distribucións e medalla Fields de matemáticas. En 1954, o profesor Lions xa é catedrático na Universidade de Nancy, onde permanecerá ata o ano 1962. Froito deste período é o primeiro dos seus libros Ecuación diferencial e problema limite, que publica a editorial Springer no ano 1961. O ano seguinte é nomeado catedrático da Universidade de París e 4 anos máis tarde da Escola Politécnica, o centro máis cobizado polos estudiantes de enxeñería en Francia. Mais antes de seguir co seu denso currículum, gustaríame facer unha paréntese para encadrar na súa época o xove científico daqueles anos. Como ciencia viva, a matemática ao longo da súa historia mantivo unha constante dialéctica cos fenómenos do mundo real. A abstracción e formalización das propiedades intrínsecas destes fenómenos foi, é e será unha tarefa primordial desta ciencia. Por iso non é de extrañar que ao longo dos anos se sucederan e mesturaran épocas onde a énfase se poñía máis nos aspectos formais e de linguaxe, xunto a outras nas que se incorporaban problemas, ideas e métodos novos como consecuencia de un maior interese da comunidade matemática polos fenómenos do mundo real. Dende esta perspectiva, habería que dicir que nos anos 50 e 60 nos atopamos nunha fase na que as preocupacións pola formalización e a abstracción dos conceptos ocupaba de xeito primordial o que facer dos matemáticos, especialmente en Francia, onde a escola burbaquista estaba en pleno auxe e espallamento. Nesta situación comeza o seu labor o profesor Lions. Dende moi cedo, quizás o seu contacto cos enxeñeiros
levouno a interesarse na modelización e matización de problemas complexos cunha orixe na industria, na economía, na bioloxía. Esta apertura, sempre vivificadora para as matemáticas, apoiábase nun elemento novo que xurdía con forza naqueles anos e, como xa profetizara von Neumann, ia desbloquear novos problemas e darlle máis peso á experimentación no desenvolvemento das matemáticas. Naturalmente, estou a referirme ao ordenador. Ninguén dubida na actualidade de que a informática está a transformar o mundo en xeral e tamén as propias matemáticas. Remítome sen máis á espléndida lección que acaba de pronunciar o profesor Lions. Non obstante, sorprende a súa lucidez ao lanzarse hai máis de 30 anos neste mundo onde se entrecruzan matemáticas, informática, enxeñería, etc. En 1967, o goberno francés crea o Institut de Recherche en Informatique et en Automatique como organismo punteiro no campo das ciencias da computación e chama o profesor Lions para dirixir o seu centro de investigación, o Laboria, comezando a tarefa de creación de equipos en informática, matemática aplicada e cálculo científico. Máis tarde, en 1980, a raíz dunha reorganización e descentralización deste instituto, o profesor Lions convertiríase no seu presidente e abriríase unha etapa de impulso e florecemento das relacións coa industria que tería a súa culminación coa creación dunha sociedade filial na procura dunha maior comunicación entre a investigación e a empresa. Estou a referirme a Similog, que os seus escasos 5 anos de creación ten preto de 50 enxeñeiros e matemáticos gracias ao intelixente traballo dun discípulo de profesor Lions, o meu bo amigo Christian Saguet. Temos aquí outra faceta importantísima da personalidade do profesor Lions. O seu carácter de home emprendedor, capaz de poñer en pé e xestionar novos organismos e institucións, de crear equipos de investigación, está moi lonxe da imaxe tópica que o científico posúe na nosa sociedade como persoa introvertida, despistada e illada da realidade. O profesor Lions entendeu moi cedo que no mundo moderno o desenvolvemento da ciencia é tamén unha empresa e, como tal, necesita de homes innovadores dispostos a crear e manter estructuras que permitan o achegamento de fondos, a creación de equipos e infraestructuras, a coordenación de esforzos. Da súa intelixencia e enorme capacidade de traballo, da súa facilidade para motivar e aínda entusiasmar no labor cotián, do seu apoio a todas as iniciativas, son testemunhas os seus colaboradores máis directos, a maioría das veces tamén científicos e investigadores formados con el. O que xa resulta máis asombroso, especialmente para os que tentamos de compatibilizar o labor estrictamente académico con responsabilidades de goberno na universidade, é que esta actividade do profesor Lions non mermase a súa produción científica ni a súa dedicación á docencia. Proba diso serían os seus nomeamentos como profesor no Collège de France e o seu ingreso na Academia de Ciencias de París, que terían lugar no ano 1973. Mais retrocedamos un pouco para seguir coa súa contribución científica. No ano 1965, froito do traballo co profesor Stampacchia, introduce as inecuacións variacionais. Trátase dun instrumento moi útil para a análise de multitude de problemas non lineais nas ciencias aplicadas e na enxeñería, feito que quedaría patente anos máis tarde no libro Les inéquations en mécanique et en physique, escrito en colaboración co profesor Divot e publicado pola editorial Dinot en 1972. As inecuacións variacionais íanse revelar tamén como un instrumento moi eficaz para o estudio do control dos sistemas gobernados por ecuacións en derivadas parciais. 3 notas ao compte rendu de l'Académie des Sciences de Paris, aparecidas en 1966, preceden a publicación 2 anos máis tarde do seu clásico libro no que se desenvolve a teoría matemática do control dos sistemas distribuídos. O enorme impacto desta obra, que foi traducida ao inglés, ruso, chinés e xaponés, faise patente polos centenares de artigos de investigación a que deu orixe. Anos máis tarde, o mesmo profesor Lions faría novas contribucións neste campo ao considerar o control de sistemas singulares nun libro publicado no ano 1983. O seu interese polas aplicacións das matemáticas á economía leva ao xunto co profesor Bensoussan, actual presidente do INRIA, a elaboración da teoría de tempos de parada e control impulsional no marco dos sistemas estocásticos. Unha nova ferramenta funcional para o tratamento destes problemas,
as inecuacións cuasi variacionais, sería introducida e recollida despois nun libro publicado en 1978. A estas alturas, os señores claustrais xa poden ter unha idea do enorme dinamismo do profesor Lions. O número de matemáticos que seguen os seus traballos e que se integran na súa escola é crecente. Os seus discípulos sorprendémonos ano tras ano coa introdución de novas liñas de investigación. A finais dos anos 70, as ideas contidas no seu libro sobre perturbación singulière dans les problèmes limites et le contrôle optimal dan un pulo fundamental á teoría da homoxeneización, tan importante na procura de modelos macroscópicos dos medios microscópicamente heteroxéneos. Ao mesmo tempo, as técnicas de desenvolvementos asintóticos que ali se analizan serían utilizadas para a obtención de modelos simplificados de estructuras, liña de investigación seguida polo profesor Ciarlet e os seus colaboradores e na que participa o equipo do noso Departamento de Matemática Aplicada. Tampouco podemos esquecer a contribución da escola do profesor Lions á análise numérica das ecuacións en derivadas parciais. Os seus discípulos máis directos fixeron aportacións relevantes á formalización e análise do método dos elementos finitos. Así, por exemplo, na tese de Jean Seat, presentada no ano 1960, xa aparecían as bases matemáticas destas técnicas que os enxeñeros de estructuras comezaban a utilizar con enorme éxito, e que os traballos de outros discípulos do profesor Lions, como Ciarlet, Rabiard, Glowinski, Aubin e un longo etcétera, ían completar nos anos seguintes. No ano 1984 é nomeado presidente do Centro Nacional de Estudios Espaciais de Francia, en un momento crucial para o desenvolvemento dos programas europeos relacionados co espacio, Ariane, Hermes e Columbus. De novo, dende este importantísimo posto, a súa actividade como xestor e organizador é compatibilizada co seu labor científico. O achegamento aos problemas técnicos que formula a conquista do espacio suxire novas liñas de investigación. Así, por exemplo, o difícil problema da estabilización das grandes estruturas espaciais leva a traballar na controlabilidade exacta dos sistemas distribuídos. A introdución dunha técnica xeral, o chamado método Ham, facilita o avance da teoría que se recolle en 3 volumes publicados o ano pasado. Ao mesmo tempo, equipos de investigación integrados ou liderados por discípulos seus, como é o caso do que existe na nosa universidade, participa na simulación numérica de fenómenos relacionados cos programas espaciais. Citemos como exemplo a aerodinámica do avión espacial Hermes ou a combustión nos motores do lanzador Ariane. En resumo, e por non caer na fácil tentación de alongar excesivamente a miña exposición, estamos diante dun científico excepcional, autor de máis de 20 libros, moitos deles traducidos a varios idiomas, e dun elevado número de artigos publicados nas revistas de maior prestixio do mundo. Membro dunha decena de academias de outros tantos países, doutor honoris causa por 9 universidades, conferenciante principal en numerosos congresos internacionais, presidente do Consello Científico de Electricidade de Francia, etcétera, etcétera. Sen embargo, a miña exposición dos motivos que fan merecedor o profesor Lions do doctorado honoris causa quedaría incompleta se non me referise á súa relación e apoio constante a un grupo de investigadores do actual Departamento de Matemática Aplicada da nosa universidade. As orixes desta colaboración hai que atopalas ao principio dos anos 70, cando o profesor Valle ocupaba a cátedra de análise na incipiente Facultade de Matemáticas. A súa relación co profesor Lions, co que traballara para a súa tese doutoral, ia levar a algún de nós a traballar no IRIA baixo a dirección do profesor Jean-Pierre Yvon. Corría o ano 1973 e as circunstancias na Universidade Española eran moi distintas das de hoxe. A falta dunha política científica no país e a carencia case total de medios para a investigación era paliada por fortuna para nós polo apoio económico da Embaixada de Francia, a que, por certo, algún día moitos departamentos universitarios teríamos que facerlle unha homenaxe. Sen embargo, esa época estaba marcando un cambio cualitativo moi importante. O illamento dos anos anteriores comezaba a desaparecer, e un gran número de xoves profesores e investigadores
viaxaban a universidades de outros países buscando un ambiente no que preparar unha tese. E en moitas ocasións, hai que dicilo, con notables sacrificios persoais. Os contactos co profesor Lións e o seu grupo iríanse desenvolvendo nos anos vindeiros, ata organizarse dun xeito máis estable. Estudiantes da nosa universidade, algún deles xa catedráticos, integráronse nos equipos do INRIA e das universidades de París. E ao tempo, profesores e investigadores destes centros, como Bensoussan, Yvon, Divot, Saguet, Charlet, Globensky, Bernadou, Georges, Vidrascu, Renard, Blum, Marocco, Bonans, Puel, Kerneves, Desideri, Madé e outros, visitaron Santiago para dispensar cursos e seminarios. Non quero perder a oportunidade de expresarlle a nosa profunda gratitude. Trátase, pois, señores claustrais, dunha longa experiencia de colaboración cun resultados moi favorables para a nosa universidade. Accións semellantes poden servir, sen dúbida, para resolver os problemas de formación de profesorado e equipos de investigación que hoxe en día ten o noso país nalgúnas áreas de coñecemento. Por fortuna, as circunstancias actuais na universidade son moito mellores. A ciencia en España coñece un desenvolvemento que ninguén dubida. A existencia dunha política na Comunidade Europea favorecedora dos intercambios e a colaboración entre as universidades e os centros de investigación dos distintos países xa é unha realidade que marcará o noso futuro. Mais non habería que esquecer que esta visión favorable débelle moito a persoas como o profesor Lións, que con mentalidade aberta e solidaria, con optimismo e xenerosidade sen límites, soubo adiantarse os tempos e comenzar o camiño. Por iso, en nome do Departamento de Matemática Aplicada desta universidade e de outros grupos de investigación españois que tamén se enriquecen co voso apoio e maxisterio, eu dígolle ao profesor Lións moitas gracias. Autoritate igitur mi concesa legibus regnitivi domino Jacques Lion confero gradum doctoris honoris causa in mathematica e con mito preclaro domino Alfredo Bermúdez de Castro patrono tuo ut insignibus doctoralibus decore. Cape iam colata et tibi dignitatis ornamenta, et quicilla instituto maiorem portendat intellicto. Pilus hic liberalis tibi sit velut laurum coronamentum quod honorantum postertamen victores.
illud animo tecum reputa, nil esse litteris et doctrina prestantius, nil sapientia nobilius. Eius rei causa aureum annulum quolum primores in res publica insignievantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinente, clausum et reseratum, concedimus, eunque similesque ex edito scholae loco explicandum interpretandique tibi eius esse escrito. Quantopere vero de adepta, et te dignitati toius academici coetus nomine gratulemus, ignoster tibi testetur amplexus. Attendito giuramento. No, perdón. Pepe. Juras ad intere queste quintus, semper ubicunque fueris, jura privilegi et honorem cuius universitates, eiusque doctorum conservare, favorem et prudentem consilium prestare quoties fueris requisitus, et eum eiusque doctores ab omni calumnia, verbo et opere defendere, sic vos et sic volum. Egregi vir domine Jacques Lyon, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegis quibus gaudere, et possum gaudere alisimilis doctore en compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulus hoius admissiones et incorporationes tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias, quam plurimas libentissime ego. Excelentísimo señor presidente do Parlamento de Galicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores claustrais, señoras e señores, é moi grato acoller como novo doctor honoris causa o profesor Lions. A súa trayectoria científica é ampla e a ampla e fructífera colaboración mantida ca Facultade de Matemáticas dende hai moitos anos fanlle acredor do xusto recoñecemento e agradecemento que hoxe lle adica a nosa universidade. Doutra banda, a rica personalidade do profesor Lions presenta aspectos que eu quería subliñar como simbólicos.
Anteriormente falaba da estreita colaboración científica do profesor Lions ca nosa universidade, estendida tamén a outras universidades. Hai 15 ou 20 anos era moi difícil facer ciencia nas universidades españolas. Non era somente por falta de medios, senón sobre todo por falta de mentalidade e de atmósfera axeitada. Faltaba aire fresco e puro. Foron moitos os investigadores españois que atoparon axuda e colaboración nos investigadores franceses. Hoxe en día, o nivel de moitas áreas de matemáticas e de física non poden explicarse sen esa cooperación científica francesa, que sempre tivo nomes propios como o do profesor Lions. Un dos sentires máis amplamente compartidos pola nosa comunidade universitaria é a necesidade de relacionarse ca sociedade en proxectos concretos e ben definidos. En poucos anos, o avance que a Universidade fixo neste eido foi grande, mais aínda hai moito camiño por percorrer. Neste senso, a figura do profesor Lions pode servirnos de exemplo. Procedente da gran tradición secular da matemática francesa, discípulo de Laurent Suard, participa ca súa obra científica no gran debate intelectual que é a dialéctica que sempre ten a matemática cos fenómenos do mundo real. O profesor Lions dá unha resposta persoal a esa dialéctica ca súa actividade e a súa obra científica. O profesor Lions a mentionné comme première partie de la trilogie la modélisation mathématique des phénomènes en disant qu'elle a culminé avec les œuvres de Newton et de Maxwell. Ces effets ont puissamment contribué au développement des mathématiques elles-mêmes. Les fondements de l'analyse, en particulier avec Leibniz, Euler et Newton lui-même, sont inséparables de ces effets de modélisation. Vraiment, si on fait un voyage vers l'arrière et vers d'autres cultures lointaines, on peut constater qu'il y a 3 siècles, les Japonais et les Chinois commençaient aussi l'élaboration du calcul infinitésimal. Malheureusement, ils n'auraient pas le temps dans cette culture pour interagir avec des phénomènes mécaniques et optiques, et l'analyse dans cette culture n'a pas progressé. Professeur Lions, de la même façon que Newton et Maxwell ont apporté des pierres fondamentaux à la culture universelle et à la construction du monde moderne, votre trajectoire scientifique est dirigée aussi à les faire avancer. Vous avez aussi participé activement au devenir de la science et au progrès de notre université. C'est pour tout ça que de cet ancien Saint-Jacques de Compostelle, nous disons de nouveau en français, merci beaucoup. Omnis
Sesión.